beaucoup pour cette présentation. Euh, euh, je remercie également MG Maroc pour cette invitation. C'est pas la première fois que je suis parmi vous, c'est, je pense, la deuxième ou la troisième fois. Aujourd'hui, on va animer un atelier, puisqu'on parle d'atelier. C'est pas un cours, c'est pas une présentation, mais j'aimerais bien que cet atelier soit vraiment interactif. D'accord? Donc, on va essayer un petit peu, on va pas vous présenter un cours didactique, c'est pas le but, mais on va présenter des situations et j'aime bien avoir votre feedback dans ces situations. J'imagine que tout le monde fait de l'échographie générale, donc ça, parce que ça devient un examen de routine et ça devient, si on peut réduire la lumière comme ça, et ça devient un complément de l'examen clinique, d'accord? Et bien sûr, donc, si on prend l'abdomen de façon globale, on fait tous les organes pleins, le foie, vésicule biliaire, la rate, les reins, l'utérus, la vessie, etc., etc. Mais à chaque fois qu'on arrive au tube digestif, on a toujours du mal. Et on fait sortir toujours l'expression du gaz digestif, qui est le contraire, hein, si on peut. Donc des gaz digestifs qui réduisent un peu la visibilité de la paroi, etc., etc. Ce qu'on va voir aujourd'hui, on m'a demandé de vous traiter l'échographie du tube digestif. D'accord? Et on va essayer un petit peu de voir comment on va optimiser la machine pour faire sortir de la sémiologie dans un organe où on a beaucoup d'ennemis, qui est l'air. C'est l'inverse. Hein. Voilà, donc tout le monde connaît le principe de base. La sonde, elle est à la fois émettrice et réceptrice des ultrasons. D'accord? Je suis obligé de, malheureusement, je vais rester ici parce que, pardon, il y a le pointeur. Le pointeur, s'il vous plaît. Le mettre ici, c'est un peu compliqué, comme ça. Voilà, le stylo rouge, ça, pointeur. Voilà. 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 Donc, on va essayer de voir comment on va explorer le tube digestif et on voit déjà les caractéristiques des ultrasons. Qu'est-ce qu'on a? On a le premier ennemi des ultrasons, c'est l'air. Vous voyez que la transmission des ultrasons, elle est très très faible. Elle est de l'ordre de 330. Par contre, au niveau de l'eau, on a une vitesse qui est très très importante. C'est pour ça que dans tous les organes, on a de l'eau, ou on a tout ce qui est tissulaire, on a une bonne transmission et une bonne réception. Et à chaque fois qu'on a de l'air, on a un mauvais retour et on a une mauvaise image. C'est pour ça que c'est toujours ininterprétable. Donc, comme vous le savez, le tube digestif, qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai qu'il y a de l'air à l'intérieur. Je prends l'estomac, je prends le duodénum, le côlon, etc. Il y a de l'air en principe, mais il y a une paroi. D'accord? Et notre objectif, c'est comment utiliser cette paroi et comment faire sortir la sémiologie des affections de façon globale, que ce soit infectieuse, tumorale, etc., au niveau de la paroi. Si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre. Hein. On a 45 minutes, on va essayer de respecter le temps, mais on va être dans le temps. On dit qu'il y a beaucoup de faiblesses de l'échographie du tube digestif. Il y a beaucoup de faiblesses. Opérateur dépendant. Ça, c'est un terme que j'aime pas trop. Dans la vie, tout est opérateur dépendant. Pas uniquement l'échographie du tube digestif. La conduite, c'est opérateur dépendant. D'accord? Mais il faut essayer d'optimiser ce qu'on a comme moyen. Absence de possibilité de relecture, c'est pas comme un scanner ou une IRM. Ça, c'est vrai. On a une distension du tube aérique du tube digestif. On a des ennemis à l'intérieur. Donc, ils vont empêcher la transmission des ultrasons. On a de la graisse, le surpoids. C'est un autre facteur qui va empêcher la transmission des ultrasons. Tous ces éléments-là, ils vont nous donner une mauvaise image. D'accord? Et puis, le patient très douloureux, je prends appendicite, je prends par exemple les myquies, etc. Il y a de la douleur qui peut parfois empêcher donc une bonne exploration. Absence de vue panoramique, c'est-à-dire on ne va pas voir toute la cavité abdominale, contrairement à un scanner ou une IRM, on voit la totalité. Mais on va voir que l'échographie, c'est un outil qui est formidable pour tout le monde, pour tous les médecins qui utilisent l'ultrasonographie dans les organes pleins. Ils doivent optimiser, ils doivent savoir qu'il a un apport très très important. Et vous allez voir que votre rôle est primordial dans le diagnostic de plusieurs affections et dans le suivi. C'est très très important. Les zones non explorées, on passe. Voilà. Donc, je suis obligé de mettre ici parce que, voilà, pour se voir ici, je dois mettre ici. C'est un peu. Vous voyez que les segments qui sont visibles,
qui sont mieux visibles, le côlon sigmoïde, le côlon ascendant, le côlon transverse, le carrefour iliosécal. Ça sont des segments qu'on peut voir. Malheureusement, d'autres segments, on ne peut pas les voir de façon nette, comme le rectum, comme l'inflexion splénique, le jejunum, etc. Ça, on explore mal. Sur le plan matériel, qu'est-ce qu'on a? Normalement, à chaque fois qu'on veut réaliser une échographie abdominale, on commence toujours par la sonde de basse fréquence, convexe, exploration de foie, vésiculaire, etc. Ça, je passe rapidement. Pour tout ce qui est type digestif, on a besoin d'une sonde de haute fréquence. C'est très, très important. Et on a besoin de fréquences linéaires, en général, de 7 à 12 MHz. D'accord? Une fréquence variable, parce qu'on doit adapter en fonction de la corpulence du patient et en fonction de ce qu'il a en enfant, etc. Donc, vous voyez ici on va réaliser une étude focalisée. On va voir la paroi, je ne dis pas la lumière, la paroi intestinale, etc. et l'atmosphère péridigestive. Donc, voilà, on utilise la sonde de basse fréquence, de haute fréquence, pardon. Et puis, bien sûr, éventuellement, on peut s'aider de Doppler couleur. Les autres, c'est optionnel. Hein. Donc, tout ce qui est échographie de contraste, élastographie, c'est des choses qui sont optionnelles, mais on va voir que la morphologie, c'est un élément très, très important. Donc, déjà, sur la morphologie, on peut faire beaucoup de diagnostics. Comment faire pour explorer le type digestif de façon globale, bien sûr, en fonction de la situation. Si on veut explorer, par exemple, le côlon, donc vous voyez qu'on va faire des coupes transversales, d'accord? Une exploration. Au départ, on commence par la sonde convexe, et puis on va avec la sonde linéaire, segment par segment, on va explorer le cadre colique, donc par des coupes transversales, côlon sigmoïde, côlon gauche. Ça, comme je vous ai dit, ça c'est une zone qui est difficile à explorer. Le côlon transverse, le côlon droit, et puis le carrefour iliosécal et l'intestin grêle. Donc, on va réaliser des coupes transversales et des coupes longitudinales. Voilà. Donc ça, c'est... Je reviens sur ça. Pardon. Donc, je reviens. Je vois cette coupe histologique. On va essayer plus ou moins de reproduire cette coupe anatomopathologique. On va avoir une corrélation par rapport à l'échographie. Donc, vous voyez là, ça, c'est la lumière. Pardon, je dois mettre ici, c'est un peu... Vous voyez, c'est la lumière digestive. Il y a la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse et la séreuse. Donc, tous ces éléments-là, on va les voir donc, couche par couche. Donc, si on prend sur une coupe, c'est un schéma anatomique, vous voyez la muqueuse en rouge, la sous-muqueuse, etc. Et ce qu'on voit sur une coupe échographique, vous allez voir la corrélation. Ça, c'est une coupe transversale d'un segment du tube digestif. Et là, c'est une coupe longitudinale. Donc là, tout le monde doit être en mesure de faire sortir cette coupe et essayer d'analyser tous les éléments et tout ce qui est. En plus, c'est pathologique. On commence par le centre. Donc, vous voyez que sur une coupe transversale, cette ligne hyperéchogène, elle correspond à quoi? Elle correspond à la lumière digestive, c'est-à-dire le contact entre la paroi antérieure, par exemple, je prends cette là, et la paroi postérieure. Donc, tout ce qui est hyperéchogène, ça constitue, c'est l'interface entre lumière et la muqueuse. Je parle d'interface. Et puis, il y a la muqueuse qui est hypoéchogène, d'accord, en noir. La sous-muqueuse, il est hyperéchogène sur une coupe transversale et sur une coupe longitudinale. Et puis la musculeuse qui est hypoéchogène et puis la séreuse. Donc il y a c'est-à-dire une stratification hyper. D'accord? C'est clair pour tout le monde parce que c'est ça, c'est la base. Hein. Donc si on comprend ça, la suite devient plus facile. Donc hyperéchogène, c'est l'interface. Hypoéchogène, muqueuse, parce qu'il y a des pathologies où il y a anomalie de la muqueuse, d'autres pathologies, anomalie de la sous-muqueuse, d'autres pathologies, la musculeuse. C'est pour ça, si on connaît bien cette stratification, donc le reste, on va l'interpréter facilement. Donc, hyperéchogène, interface,
Hypoécogène, c'est la muqueuse. Hyperécogène, c'est la sous-muqueuse. Hypoécogène, la musculeuse et la séreuse. Donc sur une coupe transversale et sur une coupe longitudinale. Bien sûr, comme vous connaissez, l'échographie, ce sont des coupes axiales, sagittales, etc. pour faire le maximum de... L'intérêt de l'échographie par rapport aux autres techniques d'imagerie, je parle par exemple scanner, IRM, etc. C'est quoi à votre avis, l'intérêt? Hein? Anodin, très bien. Quoi encore? Répéter, le prix, quoi encore? Dynamique, c'est l'élément le plus important. Je vais vous montrer un peu ici. Regardez. Ça, l'échographie du tube digestif. Donc, imaginez un patient qui est porteur, je ne sais pas, d'une Mickey ou bien d'une appendicite ou bien d'une atteinte du verticulite. Donc, déjà, on voit la contractilité. C'est un élément très, très important qu'on ne voit pas sur toutes les autres techniques d'imagerie, IRM, scanner. Oui? C'est une convexe ou une linéaire? La linéaire. Donc, le convexe, on commence toujours par la convexe. La convexe a une vision globale. Est-ce qu'il y a de l'acide? Est-ce qu'il y a une collection, etc. Quand je vois une vision globale, comme je vois les détails. Les détails, c'est la sonde de haute fréquence et il faut avoir toujours des fréquences variables. Fréquence variable parce que parfois on peut voir un sujet très très maigre. Un sujet très très maigre, il faut augmenter la fréquence au plafond. Un sujet moyennement, c'est-à-dire peu corpulent, il faut baisser la fréquence. C'est pour ça, si on arrive à avoir des sondes de fréquence variable, c'est très très important. On va s'adapter déjà à la corpulence du patient et on va s'adapter en fonction c'est-à-dire de la profondeur de l'atteinte. Est-ce que c'est une atteinte qui est superficielle, profonde, etc. C'est pour ça qu'il faut avoir une sonde de fréquence variable. On choisit en général entre 7,5 à 12 MHz. Donc voilà, là, qu'est-ce qu'on va analyser à votre avis? On va voir tous les éléments, on va voir la paroi, on va voir ce qu'on vient de dire, la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse, la contractilité, et on voit même la graisse, regardez. La graisse péri-intestinale qui est hyper échogène en principe. On va voir que dans certaines affections, elle peut changer d'échogénicité. On peut voir des ganglions. Normalement, ici, il y a de petits ganglions qui sont le plus souvent physiologiques. Parfois, dans certains pathologies, on peut voir des adénopathies. C'est dans certains cas qu'on peut faire le diagnostic d'adénolymphites, etc., en faisant la découverte de ces adénopathies. Voilà, donc je passe. Donc, une fois qu'on connaît l'aspect normal, on va voir les situations les plus fréquentes, les situations où le médecin de famille, le médecin généraliste, il pourra faire le diagnostic au cabinet. D'accord? L'appendicite, c'est vous qui devrez faire le diagnostic d'appendicite. Pourquoi? Parce que, donc, je vais rappeler rapidement, l'appendicite, c'est une inflammation que vous connaissez. On va parler un peu de la forme typique, la forme latérocécale. Cliniquement, vous savez, l'appendicite, c'est quoi? C'est une douleur intense de la fosse iliaque droite, plus ou moins des nausées, plus ou moins des vomissements. Et bien sûr, quand vous allez palper, il y a une douleur provoquée, donc ce qu'on appelle le McBurney clinique. Et bien sûr, il y a le McBurney également échographique. Fièvre modérée, etc. Donc déjà, cliniquement, avant d'aller au laboratoire, avant de faire l'échographie, on a une forte suspicion clinique. Vous avez votre échographe à côté. Vous pouvez faire le diagnostic d'appendicite. Je vous donne un conseil global. Donc, c'est-à-dire l'imagerie que vous allez demander fonctionne de deux choses. Est-ce que c'est un patient obèse, maigre? S'il est obèse, ne perdez pas votre temps. D'accord? Échographie perd du temps. D'accord? L'examen fondamental, c'est le scanner pour diagnostiquer l'appendicite. Contrairement, quand on a un enfant et quand on a un sujet maigre, tout se fait par échographie. Le scanner, il est nul. N'apporte rien du tout, oui. Ouais, ça, c'est pour les diagnostics différentiels en général. Mais on part toujours par les choses les plus... Mais ça dépend de la situation de l'appendice. Donc, s'il est un peu loin des organes, c'est très, très difficile. Quand on a une appendicite mésocéliaque, le diagnostic est facile. Mais, comme vous le savez, il y a plusieurs formes cliniques. Donc, le diagnostic, ce n'est pas toujours évident par le courant endovaginal. Donc, voilà. Donc, optimisez votre sonde, d'accord, et faites le diagnostic par les sondes superficielles. Voilà. Pardon. Qu'est-ce que je fais? Je reviens. Voilà, le diagnostic est clinique. L'échographie joue un rôle très, très important. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'on va voir? On a dit que l'aspect un peu stratifié, tout ça, l'appendice,
l'appendice inflammé ou bien l'appendicite, vous voyez que l'échographie, regardez la sensibilité et la spécificité. Presque 80%, hein, c'est important. D'accord? D'une part, quand on va mettre notre sonde, regardez le tube. C'est un tube qui est fermé, qui est borne. C'est pas comme le reste du Lilian. On va voir qu'il est continu. Il se contracte. Là, il ne se contracte pas. Quand on va appuyer par la sonde, le patient sursaute. Ce qu'on appelle le signe de McBurney échographique. D'accord? Donc, quand vous voyez une image comme ça, donc un centre hypoéchogène qui n'est pas compressible, qui n'est pas, parce qu'un appendice normal, il est doué de contractilité. Là, il ne se contracte pas. D'accord? L'épaisseur totale, quand j'ai dit l'épaisseur totale, c'est la circonférence, parce que comme je vous ai montré, la paroi, il y a la paroi antérieure et postérieure. Donc, je fais la circonférence des deux, c'est-à-dire il faut ajouter l'antérieur par rapport à la postérieure. Ça, il doit dépasser 6 mm. Et puis, on a un aspect un petit peu hyperéchogène de la graisse péripendiculaire, un aspect un petit peu inhomogène. Il faut chercher également, on peut voir un petit épanchement périapendiculaire. Et puis, on peut trouver parfois, cette acolyte, c'est l'image de calcification qui a la même sémiologie, une image hyperéchogène, vous voyez là, avec condom postérieur, ça va, c'est pas constant, mais c'est parmi les choses qui vont reconforter le diagnostic. Donc, si on a cette image, le diagnostic, il est là, d'accord? Et le malade est peut-être opéré. Oui. Ce sont des calcifications, ce sont comme s'il y a des petites matières un peu calcifiées. D'accord? Ça peut se former même sur un sujet normal. Un sujet normal, parfois on trouve des stercolites même s'il n'y a pas d'appendicite. D'accord? Parfois, cette calcification peut obstruer l'appendice et entraîner l'inflammation. D'accord? C'est bon pour donc l'appendice. Je pense que tout le monde doit être en mesure de faire le diagnostic d'appendicite sur le sujet maigre chez l'enfant. Donc, sujet maigre chez l'enfant, le médecin de famille, le médecin généraliste, il pourra faire le diagnostic avec confiance. C'est clair. Je passe. Voilà. Et puis, bien sûr, on va reconforter le diagnostic. On n'est pas obligé de faire le scanner. Hein. Le scanner, c'est, comme je vous ai dit, on le laisse pour le sujet obèse et on le cherche pour les complications. Si je trouve, par exemple, une collection, à ce moment-là, peut-être c'est un abcès, peut-être ça, on va faire le scanner. Mais le reste, en général, c'est facile par l'échographie. Voilà. Et voilà, vous voyez les indications. Les indications, c'est du scanner, sujet corpulent, etc. Et donc, je reviens sur l'échographie. Parfois, on peut découvrir une collection hypoéchogène, d'accord? Quand on trouve ça, peut-être que c'est un abcès. Là, on va s'arrêter là et on va demander notre exploration, tel que le scanner qui va montrer la collection sur un abcès appendiculaire. Je pense que c'est bon pour l'appendicite. Maintenant, oui. C'est le bilan biologique, c'est le bilan standard, la numération formule qui va reconforter le diagnostic. VS et CRP, etc. Oui, c'est-à-dire, en général, parce que parfois on peut voir des diagnostics différentiels, parfois on peut voir une maladie inflammatoire avec un appendice un peu épaissi. L'augmentation, le bilan biologique perturbé, ça reconforte le diagnostic d'appendicite. Oui, même c'est normal, ça n'élimine pas une appendicite. Hein. Ça n'élimine pas une appendicite. La même chose, une échographie normale n'élimine pas une appendicite. C'est pour ça parfois on est obligé de voir les trois, clinique, biologie et échographie. La plastron, en général, on trouve des onces agglutinées, mais il y a beaucoup d'air en général. Le diagnostic est très difficile, c'est pour ça qu'on va passer au scanner. C'est très simple, comme je vous ai montré. Donc, en général, il n'y a pas de contractilité. Donc, c'est pas un segment. C'est pas un segment qui se contracte. C'est un segment qui est figé, comme un doigt qui est figé, il ne bouge pas. Contrairement à ce que je vais vous montrer, l'intestin il se contracte. Donc, je passe 45 minutes. Voilà, je passe maintenant à la diverticulite. Je vais insister vraiment sur le signe échographique. Le sujet il est long, mais je vais insister sur les choses importantes. Donc, diverticulite, comme vous le savez, c'est une douleur de la fosse iliaque gauche
et qui entraîne, du fait de l'intensité de la douleur, un ileus réflexe qui va donner des gaz qui peut perturber l'exploration échographique. Donc là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va chercher? Regardez ce qu'on va chercher. L'échographie, il va chercher un épicissement. Vous voyez là, c'est la paroi du segment du sigmoïde. Regardez, ça c'est, on a dit les stratifications, et cette zone qui est hypoéchogène, c'est la paroi qui est épaissie. Et à côté de la paroi, on a une zone qui est anéchogène, qui traduit l'absédation. Donc là, c'est une diverticulite compliquée d'abcès. Donc la même chose, c'est un sujet maigre, on peut faire le diagnostic. D'accord? Et de façon globale, sujet obèse, parfois c'est très difficile. C'est pour ça que à chaque fois que vous avez un sujet maigre, il faut se jeter pour lui faire de l'échographie. D'accord? Donc on va trouver une sémiologie pareille. Et bien sûr, à chaque fois qu'on a beaucoup d'air, infiltration, donc là, on va s'aider pour passer au scanner. Mais ce diagnostic-là, donc on fait une échographie, une bonne échographie, on peut faire le diagnostic. L'appendagite. Vous connaissez l'appendagite? L'appendagite, c'est une sémiologie de l'appendicite à gauche. C'est quoi l'appendagite? C'est une torsion d'une frange épiploïque. Vous voyez là, c'est une frange épiploïque qui peut se tordre. Elle va donner une douleur très très intense au niveau de la fosse iliaque gauche. Et le patient, il va montrer c'est-à-dire le point douloureux avec son doigt. Avec son doigt, il va vous dire j'ai mal à ce niveau-là. Donc vous insistez avec votre sonde et vous allez trouver une sémiologie qui est très très évocatrice. Voyez qu'est-ce qu'on va voir comme sémiologie. À l'échographie, on va voir une zone hyperéchogène. Vous voyez, une zone hyperéchogène, d'accord? Une zone hyperéchogène qui traduit une frange qui est tordue, mais le diagnostic dans ce cas-là, c'est toujours le scanner, vous voyez, qui va montrer une frange graisseuse qui est tordue. Mais déjà à l'échographie, il va montrer cette zone qui est hyperéchogène, qui est évocatrice du diagnostic. Médical. Non, l'appendagite contre l'appendicite, c'est un traitement médical. On traite par les anti-inflammatoires, tout rentre dans l'ordre. Donc là, je passe à une autre pathologie qui survient surtout chez l'enfant, l'invagination intestinale. Parfois, on peut l'avoir chez l'adulte. Hein. L'invagination intestinale, comme vous le savez, c'est un télescopage intestinal. C'est un segment qui va s'invaginer dans l'autre. Donc, ça va donner un petit peu ce qu'on appelle l'aspect en pseudo-rein. Donc, vous voyez, donc ça, c'est une coupe transversale, pardon. Sur une coupe transversale et sur une coupe sagittale. Donc, vous voyez la correspondance. Qu'est-ce qu'on va voir? Au lieu d'avoir l'aspect un petit peu stratifié, on va voir un petit piplan qui est hyperéchogène, qui va entrer dans la lumière, d'accord? Vous voyez, la lumière, elle est là. C'est une lumière, c'est une paroi ajoutée à une autre paroi. Donc, vous voyez la paroi, vous voyez la correspondance, une paroi ici, une autre paroi. Vous voyez là, tout ce qui est hyperéchogène, c'est les piplans. Et l'autre partie, il y a une paroi qui est accolée sur notre paroi. Donc, c'est un télescopage intestinal. La même chose, le diagnostic peut être fait à l'échographie. Donc, on n'a pas besoin de scanner, on n'a besoin de rien du tout. L'échographie, surtout, comme je vous ai dit, d'ailleurs, chez l'enfant, on fait le diagnostic d'invagination par échographie. Et on traite la désinvagination sous échographie. Tout se fait sous échographie. Là, pour vous montrer que l'échographie joue le rôle très, très important. Vous voyez là, donc, on voit le mésentère. Donc, vous voyez, c'est une zone hyperéchogène. Et on le voit ici. Et les parois qui sont adossées l'une contre l'autre. Donc, c'est le diagnostic très, très facile. Parfois. Excusez-moi, Ouais. surtout dans l'invagination, Pardon. le plus important, surtout la coupe transversale, et surtout qu'il y a sous forme d'un syndrome subocclusif, il y a une stase en amont. Oui, Très, très bien sûr. On peut voir une dilatation en amont, un peu de l'air, mais il faut insister sur la zone de télescopage. La zone de télescopage, parce que en amont, on a de l'air qui va gêner l'interprétation. À chaque fois qu'il y a, c'est-à-dire une séparation des deux parois, parce que l'air va s'interposer, c'est très difficile. À chaque fois qu'on a une paroi qui est accolée sur l'autre, le diagnostic devient plus facile. C'est pour ça que, par exemple, dans l'invagination, parce qu'il n'y a rien qui est entre les deux parois, il n'y a pas d'air et rien du tout. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit encore? On peut voir des adénopathies. Par exemple, vous voyez ici, une adénopathie. Donc, vous voyez là, c'est ce qu'on appelle l'amphite mésentérique. Et parfois, on peut voir déjà des invaginations sur des polypes, des invaginations sur du verticule de Meckel, des invaginations sur adénome. Tout ça, on peut voir à l'échographie. Oui, ça, c'est l'enfant. Hein. Mais chez l'adulte, c'est au niveau de l'intestin grêle, au niveau de l'élion, etc. Mais l'autre, c'est
On dit en général c'est une image en sandwich ou bien une image en croissant. En sous-hépatique, le diagnostic il est formel. Oui, parfois on peut voir des invaginations. Oui, on peut voir. Vous parlez de l'enfant là chez l'adulte. Chez l'enfant en général, surtout la douleur est très surtout au moment de la crise. Hein. Et puis quand la crise disparaît en général, on peut voir une désinvagination qui peut être spontanée ou bien qui est provoquée par le médecin. Donc là, je vais passer à une pathologie qui est très fréquente où le médecin généraliste, le médecin de famille doit jouer son rôle de façon optimale. C'est les maladies inflammatoires chroniques. À chaque fois qu'on entend ça, avant, on les explorait par les explorations classiques, le transit, etc. Maintenant, on parle d'entéroscanner, anti-IRM, etc., etc. Mais il faut savoir que l'échographie joue un rôle très, très important. Pourquoi? Parce qu'on doit faire un diagnostic. On doit suivre des patients qui sont des patients jeunes. D'accord? On ne doit pas les exposer à une irradiation toute de l'autre vie. Et ce sont des patients qui peuvent présenter des complications. Et bien sûr, ce sont des patients qui ont des traitements au long cours, qui doivent être surveillés. C'est pour ça que vous devez être en mesure de les surveiller avec vos confrères, les gastro-entérologues, par des échographies. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, le maximum de la pathologie, il va se situer au niveau du carrefour iliocécal. D'accord? On doit avoir un sémiologie qui est très très riche. Regardez, le rôle de l'imagerie est un rôle fondamental, d'accord, dans les maladies inflammatoires chroniques, surtout le suivi à long terme, ça doit se faire par l'échographie. Donc, comme je vous ai dit ici, il faut privilégier les techniques d'imagerie non invasive, d'accord, donc l'échographie de tube digestif, l'entéro-IRM et l'IRM périnéal, ils sont bien, surtout à la phase initiale. Par la suite, on doit céder la main pour la surveillance. Donc, diagnostic initial, entéro-IRM, suivi sous traitement, échographie. Voilà, donc vous voyez là, c'est les recommandations de toutes les sociétés savantes, les sociétés d'imagerie digestive, les sociétés de gastro-entérologie. Donc vous voyez que le rôle de l'échographie digestive n'est plus à démontrer. D'ailleurs, le rôle de l'échographie dans le diagnostic et dans la surveillance est un rôle donc, qui rentre dans les recommandations. Donc vous voyez, l'échographie, elle est pertinente dans le diagnostic, dans l'évaluation. Ce sont des patients qui sont sous traitement. On doit évaluer est-ce que c'est un traitement qui est efficace ou pas. En cas de poussée inflammatoire, voir la sémiologie, évaluer l'activité et en post-opératoire. Donc vous voyez que le rôle d'échographie, c'est un rôle qui est fondamental et il peut se faire par vous tous. Donc là, vous voyez les études qui ont montré la sensibilité. Vous voyez une grande sensibilité. Vous voyez qui est presque 92%. C'est énorme en matière d'analyse d'activité. D'accord, une maladie inflammatoire chronique, on peut voir est-ce qu'il est actif ou pas par l'échographie. Voilà, donc l'échographie, son avantage, comme je vous ai dit, disponibilité, reproductible, donc on pourra la faire tous les jours sans aucun problème. Absence de préparation, c'est pas comme les autres techniques d'imagerie. Et bien sûr, une notion très importante, il faut le patient qui soit à jeun. Donc il faut être à jeun, comme ça on va faire une bonne exploration. Il n'y a pas d'irradiation, il n'y a pas d'injection et le cours. Donc tout ça plaide en faveur de la place de l'échographie par rapport aux autres techniques d'imagerie, surtout dans la surveillance et traitement. Voilà, versus les autres, endoscopie, elle est invasive, on ne peut pas surveiller tous les malades par endoscopie. Le coût, et bien sûr, l'endoscopie en général, il ne permet pas de montrer tout ce qui est en dehors de la paroi. Vous allez voir que l'échographie, il est mieux que l'endoscopie, tout ce qui est paroi et tout ce qui est atmosphère péridigestive. D'accord? Le scanner, irradiation, malheureusement, c'est un sujet jeune, donc on ne peut pas l'irradier à chaque fois. D'accord? L'IRM, disponibilité, le coût, et bien sûr, les images sont très très variables. Donc c'est pour ça que l'échographie joue un rôle très très important. On va voir comment raisonner. Devant les maladies inflammatoires chroniques, deux situations. Si vous avez des MIC dans vos consultations, ça dépend de la situation. À chaque fois que le patient vient dans un contexte aigu, douleur très très intense, à ce moment-là, il faut savoir que ce patient, il fait une complication. Soit une perforation, soit un abcès, etc., soit une occlusion. L'échographie, dans ce cas-là, ne joue pas un rôle très, très important. Donc là, il faut repousser les autres explorations. Il ne faut pas perdre votre temps. Mais le quotidien, c'est ça. C'est ça le quotidien. C'est
en dehors des contextes d'urgence. Ce sont vos patients que vous connaissez. Vous donnez des rendez-vous pour ces patients pour la surveillance. Donc, on va faire l'échographie, pardon. On va faire l'échographie. L'IRM en premier, mais l'échographie qui va être répétitive. Donc ça, c'est, je pense, dans votre consultation, ça c'est fréquent, c'est le quotidien. Donc, le plus souvent, vous voyez ces images comme ça. Quand vous voyez une image comme ça, il faut être content. Très bien. Tout est normal. Un patient qui présente une Mickey, quand vous voyez des choses comme ça, il ne faut pas dire c'est un examen qui est très mauvais. Il faut dire très très bien. Il n'y a pas d'épaississement, il n'y a pas d'inflammation. C'est-à-dire il n'y a pas de poussée. Parce que ici, on va voir le contenu. Donc, ça marche. Hein. Il faut voir le contenu de la lumière et la paroi, il n'y a pas d'épaississement, donc on va voir que de l'air. L'échographie digestive, on ne voit rien, donc tout est normal. Par contre, on doit chercher cette sémiologie, l'épaississement pariétal, la stratification, on a dit en couche, il va disparaître, perte des illustrations coliques, la vascularisation Doppler, les ulcérations, on va voir tout ça. Ça, c'est la paroi digestive. On va voir également ce qui se passe au niveau de l'environnement péridigestif et les complications. On passe. Voilà. Donc ça, l'épaississement pariétal. Donc, contrairement à ce qu'on a vu au départ, donc cette interface muqueuse-lumière, donc vous voyez, à l'état normal, le grêle, pardon, ça sort. À l'état normal, on a dit que le grêle doit être entre 2 à 3 mm. Au-delà, c'est un épaississement. Le côlon, moins de 4 mm, au-delà, c'est un épaississement. Donc, vous voyez que contrairement à ce qu'on a vu au départ, qu'est-ce qu'on a ici? On a un épaississement. Vous voyez que c'est une muqueuse qui est très, très épaisse. D'accord? Donc, je passe. Ça, c'est la normale. D'accord? Donc, ça, c'est une stratification normale. Donc, sur une coupe transversale, on a de la lumière, on a de l'air à l'intérieur, c'est une coupe longitudinale. D'accord? Ça, c'est une once normale. Regardez, en cas de Mickey, ça c'est la muqueuse, et puis il y a regardez la sous-muqueuse comme elle est, qui est hyper échogène, et là une épaisseur très normale. Regardez sur une coupe normale, regardez sur une coupe normale, il a une épaisseur faible, mais ici il est très très importante. Donc c'est une sous-muqueuse qui est épaissie également à côté de la muqueuse. Et puis qu'est-ce qu'on va voir également? La stratification en des couches, on n'a plus cette différenciation comme on a vu au départ. On ne voit plus les 5 couches hyper, ça devient un petit peu mélangé. Donc ça, c'est un élément qui traduit l'inflammation. Regardez l'épaississement et la perte de stratification. Et puis, du fait de l'épaississement de la sous-muqueuse, on a la musculeuse va être amincie, un amincissement de la musculeuse. D'accord? Contrairement à l'état normal, on a une musculeuse qui est tout à fait normale. C'est pour ça que dans les maladies inflammatoires chroniques, il y a une perte de contractilité. C'est-à-dire la musculeuse, elle est très très faible. Donc, il va s'atrophier. Là, on prend la paroi de façon globale. Et quand on voit la paroi, on voit quelles zones épaississent. Par exemple, dans les Mickey, il y a un épaississement de la muqueuse et la sous-muqueuse. Et la musculeuse, bien sûr, qui va s'atrophier. Donc, également, il y a le Doppler, il va nous aider. Donc, d'ailleurs, il y a une stratification dans ce sens. Il y a des grades 1, grade 2, grade 3 en fonction de la vascularisation. D'accord? Et cette vascularisation, elle traduit l'activité. Plus on a une hypervascularisation, plus ça traduit une activité. Le Doppler, c'est très simple. Donc, il y a un bouton Doppler, vous appuyez, vous faites le réglage et on voit est-ce qu'il y a des spots hypervasculaires ou pas. À chaque fois qu'il y a des spots hypervasculaires, c'est-à-dire qu'il y a une hypervascularisation, c'est-à-dire qu'il y a une maladie qui est active. Là, quand on va analyser la paroi, l'intérêt de l'échographie par rapport à l'endoscopie, c'est l'environnement. Donc, vous voyez ici l'environnement mésentérique. Il y a ce qu'on appelle un aspect en verre dépoli, c'est-à-dire un aspect un petit peu, un peu hyperéchogène, comme le verre dépoli. Donc, ça, c'est classique de la sclérolépomatose. D'accord? Et puis, en même temps, des choses qu'on ne voit pas par l'endoscopie, ce sont les adénopathies. Les adénopathies, en général, ce sont des structures qui sont rondes, hypoéchogènes et qui traduisent l'atteinte inflammatoire. Ça, c'est avec l'échographie.
on peut faire le diagnostic mieux que le scanner. Hein. L'échographie dans le sujet maigre, là, parfois on peut ne pas les voir au scanner. Par contre, la résolution de l'échographie, elle est meilleure et on voit ces images-là. La même chose. Des fois, même dans les épanchements, il y a des petits épanchements Interrence. L'épanchement. Donc là, et du coup, au scanner, c'est-à-dire qu'on demande le scanner, on voit rien, effectivement. Vraiment, c'est spectaculaire. C'est très simple. Le sujet maigre, comme je vous ai dit, égale échographie. C'est-à-dire, tout ce qui est paroi, tout ce qui est ganglion, tout ce qui est épanchement. Moi, sincèrement, quand je fais l'interprétation d'un scanner sur ce sujet maigre, je ne l'interprète pas tout seul. Je dois faire l'échographie. Si je ne fais pas d'échographie, je vais me tromper, je vais passer à côté des épanchements minimes, je peux passer à côté des épaississements, je peux passer à côté des adénopathies. Donc, c'est pour ça qu'il faut sortir de cette salle. Le scanner est fait pour le sujet obèse. L'échographie est fait pour le sujet mince. Et l'enfant, bien sûr. Donc, je passe à la... Donc, ça, c'est un petit peu pour les études en général. L'élastographie, les produits de contraste, c'est vrai que c'est pour les trucs de recherche, mais c'est pas... Il n'y a pas beaucoup de... Je suis passé, pardon, je dois vous montrer une image. Voilà. Les complications également. Il faut pas oublier, quand on suit l'évolution, parfois on peut voir des trajets fistuleux. Regardez ici par exemple. Ça, c'est la paroi intestinale qui est dédifférenciée. On n'a pas les différentes couches, on a la muqueuse, etc., etc. Et en même temps, on a des petites ulcérations qu'on voit au niveau de la graisse, ici. Regardez ici. Tout ça, regardez la même chose, c'est une fistule entre le grêle et le côlon. Tout ça, on peut le voir à l'échographie. D'accord? Et quand on fait un scanner, on peut ne pas les voir si on ne fait pas de pacification. La même chose, regardez ici par exemple. Donc là, c'est une paroi qui est épaissie sur un couple transversal, sur un couple longitudinal, et on voit une zone hypoéchogène qui traduit un abcès en voie de formation. D'accord? Là, vous pouvez guetter l'apparition de l'abcès et vous pouvez le traiter par antibiotéra avant de voir la collection. Parce qu'une fois collecté, le traitement médical n'est pas efficace, il faut faire un traitement chirurgical ou instrumental. La même chose, on peut découvrir les sténoses. Donc, parfois, on peut voir un épaississement très, très important. Donc, il peut réaliser des sténoses avec des distensions en amont. Donc, ça, c'est l'échographie de contraste. On peut, comme je vous ai dit, on peut faire le diagnostic de maladie de Crohn et en même temps, la RCH, on peut voir des orientations. Donc, tout ce qui est maladie de Crohn, c'est un épaississement pariétal, perte de stratification. Il n'y a pas de péristaltisme sur un couple transversal et un couple longitudinal. Il y a inflammation de la graisse mésentérique et il y a des complications, fistules, sténose et abcès. La RCH, c'est exclusivement colique, donc en général, c'est le côlon. Et en général, c'est une atteinte localisée de la muqueuse. Et puis, on a un épaississement modéré et pas d'adénopathie. Là, je passe. Donc, on a presque terminé. Ça, c'est une notion très, très importante. Un patient sous traitement, l'évaluation sous traitement et se fait par l'échographie. Je vous montre ici. Là, ça, c'est le diagnostic différentiel. Pardon, je reviens. Donc, ça se fait en général par l'échographie qui va nous donner est-ce qu'il y a de l'activité, est-ce qu'il y a une réduction de la paroi, etc. Les diagnostics différentiels, on l'a vu, l'appendicite. Vous voyez là, quand on réalise une échographie de la fosse iliaque droite, ça c'est le problème quotidien. Un patient qui présente une douleur, est-ce que c'est une uléite ou bien c'est une appendicite? D'accord? Donc, comment faire le diagnostic entre les deux? Donc, à chaque fois qu'on va suivre le tube digestif, il faut voir est-ce qu'il se ferme ou pas. Quand il est borne en général, c'est l'appendice. Vous voyez là, par exemple, un segment du tube digestif qui est borne avec un épaississement de la paroi. Ça, c'est le diagnostic formel de l'appendicite. Par contre, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un segment qui n'est pas fermé, qui est continu, avec un épaississement pariétal. Donc là, c'est le diagnostic d'une iléite. Voilà, les autres diagnostics différentiels, on peut voir également des adénopathies au niveau de la fosse iliaque droite. Dans ce cas-là, on peut voir des adénopathies qui peuvent traduire plusieurs atteintes, telles que également une atteinte infectieuse. Voilà, donc je termine par vous dire que l'échographie est un excellent moyen pour prendre en charge toutes les affections, donc en général, donc, les infectieuses et inflammatoires, surtout les maladies inflammatoires, les MICI. Il y a une complémentarité entre l'échographie et les autres techniques d'imagerie, en l'occurrence l'IRM.
l'échographie, c'est le premier bilan en général. Lire ce premier bilan dans les Mickey, mais l'échographie, c'est un élément fondamental dans le suivi. C'est pour ça, ce qui est intéressant dans les Mickey, c'est le suivi par la suite. L'échographie, il a plusieurs avantages. Donc, et bien sûr, il faut avoir une bonne machine, des sondes de fréquence variable, surtout des sondes à haute fréquence. Et bien sûr, il faut idéalement explorer le patient, il faut qu'il soit à jeun pour optimiser au maximum et faire une analyse de la paroi intestinale afin de faire sortir la sémiologie. Et cette échographie, elle doit être faite par vous tous, donc en consultation dans votre cabinet. C'est-à-dire ça réduit un temps d'attente énorme et il permet de faire des diagnostics dans plusieurs affections, en l'occurrence l'appendicite, la diverticulite et les autres maladies inflammatoires. Voilà, je vous remercie. Je pense que je suis dans le temps, 45 minutes. Je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a... Dans ce cas-là, je n'ai pas traité la pathologie tumorale parce que sincèrement, dans la pathologie tumorale, à chaque fois on a un épaississement dans le côlon, surtout quand il y a un épaississement un peu hétérogène, on passe à l'endoscopie. Je parle par exemple, si je passe la sonde au niveau du flanc gauche, je trouve un épaississement de la paroi colique, on transfère rapidement sur... C'est-à-dire, il va dépister, mais malheureusement, c'est-à-dire la pathologie tumorale, parce que dans la pathologie tumorale, il y a les tumeurs qui sont endoluminales, les tumeurs qui sont pariétales. Donc tout ce qui est endoluminal, l'apport il est presque nul. Donc son apport, il va être là, mais surtout dans des stades un peu plus avancés. Dans les stades précoces, malheureusement, on n'a pas beaucoup de place. Votre nom, je remercie infiniment, professeur Mahi. Moi, personnellement, ça m'a décomplexé par rapport au tube digestif parce qu'on avait l'impression de ne rien pouvoir. Et j'ai l'honneur, MG Maroc vous offre un trophée. قبل علينا.